même la place sur mon écran, c'est ça qui va pas. Ouais, ça prend quand même la place, même si j'affiche pas les gens, ça reste des. C'est pas grave, allez-y, c'est pas grave. Moi, j'écoute. Voilà, donc Ginkgo, pour vous présenter un petit peu, Ginkgo, c'est un service de soins de support dans lequel on a une infirmière qui est dédiée à chaque patient. On organise du coup des parcours de soins qui sont personnalisés et adaptés aux besoins de chaque patient. On a des praticiens certifiés et bientôt, on aura une application qui permettra de pouvoir échanger, de pouvoir vous recevoir des conseils, des tips, des exercices de la part de nos praticiens. Ça permettra aussi de recevoir les rappels de rendez-vous. Alors, Ginkgo, c'est une multitude de soins qu'on répartit en 6 grands pôles. Il y a un pôle d'activité physique qui regroupe l'activité physique adaptée et le yoga. Un pôle bien-être avec la socio-esthétique et la sexologie. Un pôle douleur avec l'ostéopathie, l'acupuncture, l'hypnose et bien sûr la réflexologie et la sophrologie. Un pôle émotion dans lequel on retrouve la psychologie, la sophrologie et l'art-thérapie. Un pôle nutrition avec la diététique, un pôle vie sociale avec les coachings professionnels et la neuropsychologie, et puis voilà, encore plein d'autres activités possibles. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez du coup prendre rendez-vous par téléphone avec Delphine ou avec moi-même. Delphine que vous avez vue, qui est présente aussi, qui est infirmière coordinatrice comme moi. Il suffit en fait d'aller sur ginkgo.care, voilà, et vous pourrez prendre très facilement rendez-vous avec nous. Alors du coup, je vais laisser Thérèse nous présenter ce qu'est la douleur, en fait, les différentes manifestations de la douleur et l'impact de la douleur dans la vie quotidienne. Merci, ma chère Sophie. Donc la douleur, hein, en tant que patiente, vous savez tout à peu près ce que ça fait, mais globalement, l'INCA, moi ce que je vous présente là, c'est un petit peu ce qui est dit dans la littérature de l'INCA, n'est-ce pas? L'INCA qui est l'Institut national du cancer. Donc ça, ce sont les douleurs surtout qui se manifestent évidemment lorsqu'on a un cancer, hein, donc les sensations d'engourdissement, de fourmillement, peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans. Les troubles cutanés, les symptômes mains-pieds, je pense que vous en avez entendu parler. Ça se présente sous forme de plaques, de rougeurs, de dessèchement de la peau, de tiraillement, hein, au niveau des extrémités, les douleurs musculaires et articulaires, voilà. Les troubles quelquefois du cycle menstruel, les troubles cardiaques, la fatigue, évidemment, la fatigue très important, et les réactions allergiques de toutes sortes. Voilà. Alors, leur impact dans la vie quotidienne, c'est un impact assez important. C'est souvent des douleurs qui sont chroniques, hein, c'est-à-dire qu'elles durent dans le temps. Et elles peuvent impacter donc différents domaines dans la vie. Et en général, la qualité de vie est est mise à mal, hein. Il y a une perte d'autonomie souvent qui est rapportée par les patients avec des difficultés quelquefois pour se déplacer, essentiellement monter les escaliers ou tenir la station debout, des troubles du sommeil, une forme d'isolement aussi. Quelquefois, on peut remarquer des risques de dépression, de repli sur soi, un handicap souvent qui est invisible, n'est-ce pas? C'est-à-dire que surtout après les traitements, les symptômes qui peuvent perdurer dans le temps ne sont pas forcément visibles et on peut passer, donc l'entourage peut passer à côté de ces difficultés et ça peut être aussi une véritable souffrance pour les patients, hein, cette non-reconnaissance. Donc connaître les conséquences de cette douleur dans vos activités permet d'évaluer son importance au quotidien, et c'est pour ça que je vous ai mis là un petit questionnaire que vous allez pouvoir voir avec moi. C'est un questionnaire parmi tant d'autres, hein. L'idée étant, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà eu des consultations douleurs. Je sais qu'il en existe dans les hôpitaux. Certains hôpitaux
font des consultations douleur. Et l'intérêt de ce petit questionnaire, c'est de savoir quels sont les différents domaines de votre vie qui sont impactés par la douleur. Alors, merci Sophie de me présenter ce petit questionnaire. Alors, c'en est un parmi d'autres, éventuellement, qu'on pourrait vous soumettre. Et ce questionnaire, donc, il vous pose des questions sur la qualité de votre sommeil, de votre appétit, de votre humeur, de vos relations avec les autres. Quelquefois, elles sont impactées, comme parler de la dépression, par exemple, ou le repli sur soi. Les difficultés aussi que vous pouvez éprouver dans votre milieu professionnel, vos capacités à vous mouvoir, à marcher, et votre goût, donc votre goût de vivre. Hein, voilà, ça c'est ce qui est écrit dans ce questionnaire-là. Mais voilà, l'idée, c'est si vous voulez en prendre un petit peu connaissance rapidement, c'est intéressant toujours de savoir quels sont les domaines de votre vie qui sont les plus impactés par vos douleurs. Voilà, et ça peut nous aider, nous en tant que professionnels, à vous accompagner dans ce chemin-là. Voilà. Donc, Sophie va prendre la suite pour introduire les différentes façons non médicamenteuses, bien sûr, de prendre en charge la douleur. Voilà, tout à fait. Donc la première, c'est la réflexologie qui va être présentée du coup par Manuela, à qui je laisse la parole. Ah, j'avais désactivé je désactive le son parce que je parlais. Vous m'entendez tous? Oui. Okay. Oui, tout à fait. Alors, je suis Manuela, réflexologue, et je vais vous présenter d'abord, avant de commencer sur la douleur, qu'est-ce que c'est la réflexologie. Et dans les soins de support, en fait, on parle de réflexothérapie combinée, parce que la réflexologie, c'est pas seulement sur les pieds, c'est également sur les mains, sur le crâne, sur le visage, et parfois même au niveau du dos. Donc en fait, vous avez ici là la petite image que vous pouvez voir, où on a la représentation de chaque organe sur les pieds. Et à chaque point réflexe correspond un organe. Et la façon dont ça va se fonctionner, c'est que nous, en tant que réflexologue, dès qu'on va en fait appuyer sur un point réflexe, ça va vers le système nerveux et ça renvoie à l'organe correspondant pour qu'il y ait un autoprocessus de régulation qui se transforme au niveau du corps. Et donc, ce qui va permettre de libérer les tensions physiques et d'avoir des émotions un peu plus apaisées. Donc ça, c'est vraiment le principe en général de la réflexologie. Peut-être que tu peux aller sur la slide d'après. Et donc, quand on parle des bénéfices et des bienfaits de la réflexologie, donc il y a des bienfaits au niveau physique. Ça soulage en fait les effets secondaires, donc par rapport aux nausées, par rapport à la fatigue, par rapport aussi à des problèmes digestifs. Donc voilà, au niveau physique, ça peut soulager toutes ces douleurs. Aussi, on a des douleurs neuropathiques, donc avec des picotements aux mains ou au niveau des pieds également. Donc ça, avec la réflexologie, ça permet de le soulager. Et également, c'est une thérapie qui est globale et donc d'un point de vue émotionnel, si il y a de la nervosité, si un état un peu anxieux, ça va permettre de soulager tout ça. Alors, je vous ai mis quelques exemples de patients qui témoignent par rapport à la réflexologie. Donc, tout là-haut, en fait, on a une femme qui avait des effets secondaires dus à la chimio. Et elle avait surtout, en fait, des nausées. Et donc, elle a fait, sur 3 semaines, elle a fait des séances de réflexologie. Et elle a non seulement ressenti un bien-être, mais en plus, les nausées sont quasiment disparues. Donc, pour nous, en tant que réflexologue, forcément, c'est des expériences intéressantes quand on a les patients qui témoignent et qui permettent de dire que il y a des bénéfices.
Également, là récemment, j'ai une patiente, je trouve ça intéressant d'en parler parce que elle avait des douleurs très importantes, très aiguës, avec des paresthésies en fait au bout des doigts. Et sa douleur était, quand elle est arrivée, je lui avais demandé d'évaluer sa douleur, elle était à 9. Et quand elle est ressortie, et 2-3 jours après, elle m'a envoyé un petit texto en me disant, bah voilà, ma douleur a diminué, elle est plus qu'à 7. Donc, c'est un premier pas. Et l'idée, en fait, bon, là, elle a fait qu'une séance. Donc, l'idée après, c'est la prochaine séance, il faut que ça descende à 5. Et plus vous ferez des séances rapprochées, quand il y a des douleurs au niveau des paresthésies, et plus, en fait, on arrive à avoir un résultat. Donc, voilà, c'est ce genre de témoignages que je peux avoir, mais aussi des témoignages, par exemple, ce monsieur qui parle de mes tensions disparues. C'était un monsieur qui était très angoissé pendant les séances de chimio, puis après, quand il était de retour à la maison, il a fait une séance de réflexologie et tout de suite, son témoignage, c'était de dire je me sens mieux, je me sens plus relaxée. Donc voilà, c'était important pour moi de vous parler de ces témoignages patients. On peut peut-être passer à la slide suivante, Sophie. Alors, au niveau des recommandations, eh bien, quand on fait une séance de réflexologie, la première chose, c'est que c'est important d'en parler à son médecin référent, qui a un accord, et puis de le faire avec une praticienne qui, on va dire, qui est qualifiée pour, parce on peut être réflexologue, mais il y a aussi en fait des spécialisations en oncologie, donc c'est important d'avoir une réflexologue qui est spécialisée en oncologie et qui fait partie aussi des fédérations. On a la Fédération française de réflexologie. Voilà, c'est important en fait qu'il y ait cette qualité-là pour avoir des soins, parce que la réflexologie, vous pouvez être réflexologue en un week-end. Donc, il ne faut pas choisir n'importe quel réflexologue. Et donc voilà, il y a chez Engine Cocker ce gage de qualité et aussi les fédérations qui viennent soutenir la qualité des soins. Merci beaucoup Manuela pour toutes ces explications. Est-ce que tu pourrais nous montrer ou est-ce que tu aurais un petit conseil à nous donner en fait par rapport à la réflexologie? Alors certes, voilà, ça, comme tu l'as dit, ça reste une formation diplômante pour un professionnel qualifié et certifié. Mais du coup, est-ce que pour les patients, du coup, il y a des petits exercices qui existent qui peuvent faire perdurer la séance après ou entre deux séances, en fait, permettre de maintenir le travail qui a été fait peut-être? Tout à fait. Alors, peut-être qu'on peut faire un petit exercice ensemble. Ça vous dit? D'accord. Alors, on peut faire peut-être la réflexologie des mains parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible là maintenant. Donc, si vous êtes d'accord, vous pouvez décroiser les jambes, mettre les pieds vraiment ancrés dans la terre, ancrés dans le sol, et puis avoir une espèce de détente dans le corps pour voilà, que ce soit plus facile. Et au niveau des mains, ce qu'on peut faire, c'est au niveau du pouce, vous avez en fait ici la zone réflexe de la colonne vertébrale, d'accord? Et donc, vous pouvez en fait masser ici. Je sais pas si vous voyez ma main ou pas? Moi, je la vois, oui. Enfin, quand vous la mettez, oui, voilà. Voilà. Oui, ça va bien. Voilà. Donc ici, au niveau du pouce à l'extérieur, on a la zone de la colonne vertébrale qui va de là jusqu'ici. Et donc ici, en fait, on a tous les nerfs rachidiens. Et donc, c'est pas mal comme exercice, par exemple, quand on a des paresthésies. Et ce qu'on peut faire, c'est faire des mouvements de reptation qui viennent du pouce jusque là. Donc, on vient ici masser. Alors, soit en reptation, mais c'est pas évident comme mouvement, c'est un mouvement un petit peu de chenille. Soit, en fait, on peut faire des lissages. Donc, vous venez ici, faire des lissages. Et ça, vous pouvez le répéter une dizaine de fois. Voilà. Ça, c'est pour faire quoi?
Eh bien, en fait, quand on a des parasthésies, c'est les nerfs spinaux, en fait, hein, les nerfs périphériques qui sont atteints. Et donc, venir faire des points, en fait, sur la colonne vertébrale va permettre la détente. Hein? Voilà. Il y a autre chose que vous pouvez faire aussi pour détendre, en fait, les doigts. C'est vraiment de venir masser. Sur chacun des doigts. Partez toujours de la base et vous venez faire des petites pressions sur chacun des doigts. Et alors, pour la détente, il y a un point qui s'appelle le plexus solaire. Le plexus, il se situe ici. Hein. Et donc, si vous voulez bien vous détendre, en fait, on a ce point qui se trouve ici et que vous pouvez masser. En fait, ici, vous avez un espèce de petit coussinet. Ensuite, on a une espèce de ligne. Et ça, c'est le diaphragme. Et au milieu, on a ce point qui est le plexus. Et donc, ici, vous pouvez, en fait, vraiment venir avec des petits mouvements circulaires, venir détendre. Voilà. Et après, vous faites un lissage au niveau du diaphragme tout en respirant. La respiration, en fait, dans la réflexologie, elle est extrêmement importante. Et moi, c'est vrai que quand je suis en séance avec les patients, je les refais respirer parce qu'il y a vraiment une respiration qui est au niveau thoracique. Alors que quand on respire et qu'on prend une respiration au niveau de l'abdomen, ça permet aussi de relaxer le corps et de pouvoir aussi faire ces points réflexes et ces massages qui vont permettre de réguler le corps. Donc là, le diaphragme. Hein. Moi, je fais la gym hypopressive avec Corinne. C'est top. Hein. Ah oui. Ouais, respiration par le ventre, apnée, tout ça, c'est vraiment, ça fait beaucoup de bien. Hein. Enfin, je le conseille aux autres. Très très bien. Merci pour le conseil. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que la respiration abdominale, on respire tous au niveau thoracique, alors qu'une respiration normale, c'est une respiration abdominale par le nez. Et on peut faire cette respiration ensemble, si vous voulez. On respire par le nez et on souffle, on expire par la bouche. Et ça permet la détente du corps. Et vous pouvez faire cette respiration, hein, comme je vous ai dit, en massant le plexus. Voilà. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres points hein, que je pourrais, mais il me faudrait bien sûr plus de temps. Il y a autre chose parce qu'il y a pas mal de patients qui ont des cancers et qui me disent souvent « Ah ben j'ai des crampes la nuit, j'ai des crampes aussi la journée, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et il y a un point qui est assez intéressant quand vous avez une crampe. Tout d'abord, c'est de respirer, hein, toujours, parce que plus vous respirez et plus vous allez avoir de la détente au niveau de la contracture. Et on a un point qui est situé vraiment à mi-distance entre le creux du genou et le tendon d'Achille. Je ne sais pas si... derrière le mollet, en fait. Et d'ailleurs, quand vous êtes au milieu, il y a une espèce de petite douleur qui peut apparaître. Si vous arrivez, en fait, à trouver ce point, vous pouvez, en fait, le tourner en massant, en tournant en rotation. Et c'est un point qui est extrêmement intéressant quand on a des crampes musculaires. C'est au niveau du centre de la jambe ou partie externe ou interne de la jambe? Alors, attendez. Désolée. Je ne sais pas si ça va marcher. Hein. Vous voyez? Attendez. Oui. Je suis désolée. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Oui. Alors, oui. Hop. Donc, on a le creux poplité ici, le genou. Oui. D'accord. Oui. Et ici, en fait, on a notre tendon. D'accord. Tout à fait. Tout à fait. Ouais.
En dessous, en fait, c'est vraiment à équidistance. Hein. Donc, en fait, ici, on a un point qui peut être assez douloureux quand on le touche. Ouais. Ce point-là, quand vous l'avez, vous le tournez en rotation tout en respirant. Parce que la respiration, quand on a des crampes, c'est essentiel. Plus de l'hydratation, hein, faut boire beaucoup d'eau. Ce point, quand on le presse en rotation, il permet vraiment aussi de soulager certaines douleurs musculaires. Merci beaucoup. Et on le fait de la jambe concernée, enfin comment? Oui, vous pouvez le faire si vous avez une crampe mollet droit, vous le faites du côté droit. Crampe mollet gauche, vous le faites du côté gauche. Mais si la crampe est ailleurs, vous pouvez le faire également. D'accord. C'est des points des méridiens en fait. Hein. Donc, et vous faites de la réflexologie en visio? Vous le faites en visio ou c'est mieux? Ah non, la réflexologie, moi, c'est vraiment... c'est-à-dire que j'utilise la main, il faut y aller. C'est comme un ostéopathe, c'est comme... bien sûr. Il faut vraiment... c'est de l'acupression, hein, donc on est sur des points et on travaille la détente, mais surtout toutes les douleurs qui sont liées au cancer. Et pour la diarrhée, vous avez quelque chose? Oui. Aussi, ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on finisse la présentation avec Charlotte, qui va nous parler de la sophrologie. Et puis ensuite, comme ça, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à l'une comme à l'autre. Alors, je vais remettre le diaporama. Est-ce que tout le monde voit bien les petites vignettes et slides, notamment Charlotte? Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, super. Alors, je te laisse la main. Bonjour. Bonjour. Alors oui, du coup moi je suis donc Charlotte Salama et je suis sophrologue. Donc j'ai rejoint l'aventure Ginkgo au commencement. Donc aujourd'hui l'idée c'était de vous présenter en quoi la sophrologie peut être utile dans tout ce qui est gestion de la douleur. Mais bon, on va y revenir juste après. Donc déjà petit point un peu comme la réflexo, hein, c'est une méthode qui est en complément des traitements médicaux et chaque accompagnement va être unique et doit être recommandé par un professionnel de santé. D'accord, pour être sûr que c'est bien compatible. Alors, pour vous expliquer un peu ce que c'est la sophrologie, donc on dit que c'est une méthode psychocorporelle. Donc c'est un mot un peu barbare pour dire qu'on travaille à la fois sur le corps et sur l'esprit. Donc ça, il y a 4 outils principaux en sophrologie. Je vais les détailler juste après, mais déjà pour que vous ayez une vue d'ensemble. On travaille beaucoup la respiration, donc ce que vient de dire Emmanuel, très important. Tout ce qui est visualisation positive, la détente musculaire et la relaxation profonde. Donc la sophrologie, elle permet d'aider à faire baisser le niveau de stress, le niveau d'anxiété à travers tous ces outils-là. Donc les douleurs physiques, tout ce qui va être tension musculaire, qui peuvent être associées que ce soit au traitement, mais aussi à la maladie. Tout ce qui peut être effet secondaire aussi la sophrologie peut aider. Donc on va dans la gestion de la douleur, ce qui va être important, ce qu'on va venir beaucoup travailler, ça va être la détente physique et mentale. Grâce à une détente physique, on arrive à une détente mentale, et grâce à une détente mentale, on arrive à une détente physique. Donc c'est vraiment un mélange entre les deux. Alors, on peut passer, du coup, voilà. Donc là, je vous ai détaillé un peu les quatre outils, on va dire. Donc, la première chose, c'est... Ça va être donc la gestion du stress et de l'anxiété. Donc, la sophrologie, ça va aider à réguler le stress, donc lié au diagnostic, au traitement, aux incertitudes aussi, parce que ça va proposer un espace de parole. Vous allez pouvoir déposer les pensées que vous avez, les émotions, les peurs. Voilà, donc c'est vraiment un espace de parole qui permet de se libérer de tout ça, trouver des techniques aussi qui soient adaptées à la situation.
Ensuite, il va y avoir donc tout ce qui est respiration contrôlée, donc ce qu'Emmanuel vient d'expliquer. En sophrologie, on travaille beaucoup la respiration et le souffle. L'idée, c'est de réapprendre à respirer de manière efficace avec les bons réflexes de la respiration abdominale. L'idée, c'est pas de respirer toute la journée avec une respiration abdominale, c'est de se rendre compte à quel point la respiration abdominale peut me faire du bien à certains moments. Donc on redonne des petits réflexes de temps en temps à son corps, petit à petit, hein, ça vient pas tout de suite, mais donc c'est d'avoir conscience, je prends à un moment donné conscience de ma respiration. Donc j'inspire par le nez. Si je peux, je gonfle le ventre pour essayer d'avoir une respiration qui soit la plus ample possible et je souffle doucement par la bouche pour vider tout l'air qui est dans mon ventre. Donc tout ça en sophrologie, il y a des exercices de respiration, différents exercices de respiration qui permettent de reprendre conscience de tout ça et de ce que ça permet de ressentir dans mon corps. La respiration, c'est mécanique, ça bloque les hormones du stress et ça libère des hormones de bien-être. Donc c'est vraiment ça qu'on va venir rechercher dans la respiration. Et autre chose aussi, c'est que la respiration, si elle vient oxygéner, mais bon, du coup, j'avance un peu sur le point d'après, mais la respiration, on vient réoxygéner son corps et donc ses muscles. Et du coup, par exemple, dans le cas de crampes, le fait d'avoir bien oxygéné toute la journée, si on a des crampes en fin de journée, par exemple, ça peut diminuer les effets grâce à une respiration qui va être consciente à plusieurs moments de la journée. Ensuite, donc la relaxation musculaire. Donc il y a pas mal d'exercices un peu qui sont inspirés du yoga où on vient faire des étirements, aussi d'essayer de repousser un peu ses limites, de ressentir le poids de son corps. Voilà, de venir en créant des tensions dans le corps et en relâchant, de voir comment on se sent. Parfois, le fait de juste contracter tout son corps et le relâchement après, ça induit une sensation de bien-être et de détente. Donc c'est ça qu'on va venir rechercher. Et après, du coup, il y a tout ce qui est visualisation positive. Donc ça, l'idée, c'est de venir identifier des choses qui font du bien, qui procurent des sensations positives dans le corps et dans l'esprit. Donc ça peut être des lieux, ça peut être des moments, ça peut être des souvenirs, mais ça peut être aussi des choses imaginées, des choses qu'on aimerait faire. Ça peut être des gens, des objets. Donc on vient prendre conscience de choses qui nous font du bien pour pouvoir s'y raccrocher de manière visuelle et mentale. Donc soit dans le cadre d'exercices où là c'est assez court et on vient s'envelopper dans une bulle et ressentir les effets qu'on peut avoir quand on est à un certain endroit dans son salon, sous une couverture au chaud avec une tasse de thé, voilà, quelque chose d'assez facile et accessible. Mais ça peut être aussi dans le cas de relaxation profonde. Donc là, on passe par un relâchement mental, donc guidé par la voix. L'idée, c'est de faire diminuer de venir se relâcher physiquement au maximum pour être le plus relâché possible, physiquement, mentalement aussi, parce qu'on est dans un état juste avant le sommeil. Et là, à travers des petits scénarios de vos ressources à vous, dont on a parlé en général en première séance ou en début de séance, de venir puiser et travailler sur ses sensations et ses émotions positives. Le cerveau, il aime être dans cet état de relâchement et c'est plus facile pour lui de s'imprégner de toutes ces sensations positives, de ces émotions positives, d'en prendre conscience quand il est dans cet état et de pouvoir les réutiliser après. Donc à chaque séance, il y a une relaxation profonde en fonction de l'objectif à travailler. Donc là, je parlais d'un état positif de relâchement, mais il va y avoir aussi se préparer à un événement important. Donc ça peut être de pouvoir visualiser
un jour, il va y avoir un examen médical, un traitement important, de venir se projeter positivement, de pouvoir lever les peurs et de créer une sensation un peu de déjà-vu. On a une appréhension par rapport à ce jour-là, par rapport à ce qui va se passer après. En se projetant de manière positive, ça va permettre au cerveau, au corps d'être préparé. Et quand ça arrive, ben en fait, il a déjà vécu la scène de manière positive, donc ça va être plus facile pour lui de venir puiser dans ses ressources, dans ses compétences, dans ses capacités positives, dans ses émotions positives, que de céder à une crise de panique, à une crise d'angoisse, etc. Donc, c'est petit à petit recréer des nouveaux chemins pour aider à ce que ce soit le plus serein possible. Dernière chose sur la visualisation, ça permet aussi, et tous les autres points aussi, mais de reprendre aussi possession de son corps, de pouvoir visualiser son corps, comment ça se passe, comment vont circuler les traitements, comment ça va se passer dans son corps, et de pouvoir un peu reprendre possession, d'avoir l'idée qu'on peut aussi agir et essayer d'optimiser le traitement mentalement en étant dans un état d'esprit plus positif. Voilà. En effet, on va pouvoir passer au petit exercice. Donc il y a pas mal d'exercices différents. Un des premières choses que moi je travaille, c'est surtout la respiration, qui est un outil hyper efficace et qu'on peut faire en fait à tout moment. Quand ça va pas. La sophrologie, c'est une méthode de répétition. Donc, plus on va répéter les choses, plus ça va devenir automatique. Donc là, ce que je vous propose d'essayer, c'est ce qu'on appelle la respiration carrée. Donc, l'idée, c'est de venir visualiser un carré. Et chaque phase du carré doit durer le même temps. Donc, on va inspirer pendant 4 secondes. On va bloquer avec les poumons pleins pendant 4 secondes. Expirer sur 4 secondes et bloquer la respiration sur 4 secondes. Là, c'est un exercice qui demande un peu de concentration parce qu'il faut compter, savoir où j'en suis, est-ce que j'inspire, j'expire, je bloque, voilà, d'arriver à suivre le rythme. Donc, ça permet de défocaliser son attention, de bien oxygéner, et c'est un exercice qu'on appelle de cohérence cardiaque, donc ça permet de réaligner le système nerveux. Donc comme Emmanuel, si ça vous dit d'essayer, je vous propose de vous asseoir avec les pieds bien dans le sol, et on va faire l'enchaînement 3 fois. Vous allez faire une petite pause à chaque fois et de venir essayer de ressentir ce qui se passe. Et tac, hop. Alors, hop. Allez, et vous allez pouvoir fermer les yeux aussi si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, c'est comme vous le sentez. Si vous avez envie de fermer les yeux, vous pouvez être bien relâché, le corps bien ancré dans le sol, les épaules bien relâchées, la tête droite. Vous pouvez fermer les yeux. Et quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir prendre une grande inspiration sur 4 secondes. Bloquez votre respiration sur 4 secondes. Et vous soufflez doucement. Vous allez pouvoir bloquer de nouveau. Vous pouvez prendre une petite pause. Vous pouvez percevoir le calme qui s'installe progressivement en vous. Vous pouvez prendre conscience de la maîtrise que vous avez sur votre respiration. Et on va recommencer une deuxième fois. Vous pouvez prendre une grande inspiration. 3, 4. Bloquez pendant 4 secondes. 3, 4. Et vous expirez pendant 4 secondes. Bloquez votre respiration. Et vous reprenez une respiration bien naturelle.
Vous pouvez vous concentrer sur votre respiration. Prenez le temps de ressentir l'air qui rentre et qui sort. L'air frais à l'inspiration, le souffle tiède à l'expiration. Et on va recommencer une dernière fois. Vous pouvez bloquer, expirer, bloquer de nouveau. Et vous reprenez une respiration naturelle. Vous pouvez accueillir tous les bienfaits, toutes les sensations physiques au niveau de votre corps. Ressentir cette respiration que vous maîtrisez, qui est calme. Et quand vous le souhaitez, vous pourrez ouvrir vos yeux. Comment vous vous sentez? Très bien. 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 Pas trop difficile de bloquer la respiration? Non. Non. Ok. Non. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire n'importe quand. L'idée, c'est de le faire pendant une durée. La cohérence cardiaque, on dit 3 fois par jour. C'est 365 le mémotechnique. 3 fois par jour, 6 respirations par minute et pendant 5 minutes. Donc l'idée, c'est de pouvoir le faire plusieurs fois pour ressentir les effets de l'exercice. 6 carrés, quoi. 6 respirations carrées. Ouais, un peu plus. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Après, en fait, le nombre de respirations par minute, ça va dépendre de combien de temps vous restez sur chaque face du carré. Parce que là, on a fait 4 secondes. Si c'est trop ou pas assez, on ajuste. Si en fait, on se rend compte qu'on peut tenir 5 secondes sur chaque face, on augmente. Puis quand c'est OK sur 5, on augmente, etc. Et si ça devient inconfortable, on réduit. L'idée, c'est que ce soit toujours la même durée sur chaque face du carré. Et on respire avec le ventre? Bah, le mieux, oui, c'est ça. C'est d'inspirer par le nez en gonflant son ventre et d'expirer par la bouche en vidant son ventre. C'est là qu'on vient oxygéner le maximum. Moi, j'aime bien. Bon, là, c'est une respiration qui est vraiment contrôlée et du coup, donc la respiration, elle va être assez courte. Souvent, dans les autres respirations, on se dit que l'expiration peut être 2 fois plus longue que l'inspiration. Donc, si vous faites juste des inspirations et des expirations, vous allez inspirer pendant 5 secondes et pouvoir expirer pendant 10 secondes. Et enchaîner comme ça et voir comment vous vous sentez en faisant des petites pauses s'il y a besoin. Et voilà, d'enchaîner comme ça la respiration, ça permet d'apaiser sa respiration. Enfin, ça permet de s'apaiser. Voilà. Est-ce que vous avez des questions du coup?